Bienvenue dans le débat consacré au sommet européen extraordinaire. Après une partie de bras de fer entre l'Union européenne et Viktor Orban, un accord sur l'aide à l'Ukraine qui a finalement été trouvé. 50 milliards d'euros pour Kiev sur 4 ans. Les négociations ont abouti ce matin après un veto persistant du Premier ministre hongrois. Viktor Orban qui a néanmoins réagi sur Facebook après l'annonce de l'accord. L'argent hongrois ne finira pas en Ukraine, a-t-il spécifié sur le réseau social. À la clé également de ce sommet, la promesse des Européens de continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, ces aides sont essentielles alors qu'ils manquent d'armes et de munitions et restent également suspendus à l'aide américaine, toujours bloquée au Congrès. Cet accord est une preuve de la forte unité des 27, a tweeté Volodymyr Zelensky sur X. Alors on va y revenir sur cet accord européen. Cet accord est-il finalement une victoire des 26 pays européens sur Viktor Orban et que contient-il ? Le bras de fer entre l'Union européenne et le Premier ministre hongrois connaît-il un coup d'arrêt ou va-t-il continuer ? L'Union européenne joue-t-elle sa crédibilité face à Vladimir Poutine ? Et quel est l'impact finalement de cet accord à quelques mois des élections européennes et alors que la Hongrie prend la présidence tournante de l'Union en juillet prochain? Voilà toutes les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir Pascale Joannin à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bienvenue. En face de vous, Jacques Rupnik. Bonsoir. Bonsoir. Historien spécialiste de l'Europe centrale, également directeur de recherche émérite à Sciences Po. Bienvenue. Olivier Weber est avec nous ce soir, en chair et en os, écrivain et grand reporter, auteur de, c'est le tout dernier celui-là Olivier, de l'esprit de résistance. Ça vient de sortir aujourd'hui, je crois, aujourd'hui, aux éditions de l'Aube. Alors là, vous parlez des Ukrainiens, des Kurdes, des Arméniens, des Afghans anti-talibans. C'est un livre de témoignages, vous les mettez tous ensemble. Résistance, oui, ça s'appelle. Peuple en résistance, tout à fait. Peuple en résistance. Marie-Françoise Bechtel, bonsoir, bienvenue, présidente de la Fondation Respublica. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord de faire un point en images, justement sur cet accord à Bruxelles. C'est tout de suite. Le blocage aura duré 2 mois. À Bruxelles, les 27 membres de l'UE sont enfin parvenus à s'entendre sur une nouvelle tranche d'aide de 50 milliards d'euros destinée à l'Ukraine. Un accord après seulement 1 heure de sommet. Malgré sa farouche opposition depuis des semaines, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche du Kremlin, n'a pas mis ses menaces de veto à exécution après avoir subi l'intense pression de ses partenaires européens. Aujourd'hui est en effet un jour très spécial. Le Conseil européen a reconfirmé l'engagement inébranlable de l'Europe aux côtés de l'Ukraine. Et je pense que ces 50 milliards d'euros sur 4 ans envoient également un message très fort à Poutine, juste avant le 2e anniversaire de son invasion brutale. Une enveloppe jusqu'en 2027, plus que bienvenue pour Kiev qui tente toujours de repousser l'envahisseur russe depuis maintenant 22 mois. Sur ces 50 milliards d'euros, 33 seront alloués à l'Ukraine sous forme de prêts, les 17 autres sous forme de dons. En contrepartie de son feu vert, Viktor Orban l'a dit sur ses réseaux sociaux, il a reçu l'assurance qu'aucun centime hongrois ne terminera entre les mains des Ukrainiens. Nous avons reçu une offre et nous avons finalement négocié un mécanisme de contrôle qui garantit l'utilisation raisonnable de l'argent. Et nous avons reçu la garantie que les fonds hongrois n'iraient pas en Ukraine. Pour Volodymyr Zelensky, cet accord arraché de haute lutte à Bruxelles est la preuve de la forte unité des 27. La contribution de l'UE, selon lui, à une victoire commune sur la Russie. Pascale Joannin, alors vous allez quand même nous raconter un peu les coulisses. On va en parler des coulisses de cette discussion parce que ce veto dont on parlait depuis des mois de Viktor Orban, tout d'un coup ce verrou a sauté en fin de matinée. On voit bien qu'il y a eu des tractations quand même fortes, quoi. Les 26 l'ont poussé à céder. Alors, les 26 se sont employés en effet à tordre le bras à Viktor Orban. Viktor Orban, je rappelle, c'était le 15 décembre, avait donné, opportunément été sorti de la salle pour donner son blanc-seing à la décision de l'Union de donner le statut, le début des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie, mais était revenu dans la salle et avait dit non, pas pour ce qui concerne le budget. Et alors là, il était tout seul. Et il a bien essayé de regarder si autour de lui, il y avait éventuellement le Slovaque, Robert Fico, d'autres qui auraient pu le laisser un allié potentiel. Un peu moins. Mais
eh bien, il a trouvé personne. Et être tout seul contre les autres. Viktor Orban, il le joue depuis très longtemps, je suis au bord du fil rouge, mais je ne passe pas la ligne. Là, il s'est aperçu que c'était pas très populaire, peut-être, ni chez lui, ni en Europe, et qu'il allait avoir de graves difficultés s'il continuait. Alors, on lui a donné une première enveloppe de 10 milliards, mais il en restait d'autres, et celle-là, on lui a dit, tu ne l'auras jamais si tu continues à nous embêter. Et donc... C'était pas dit si gentiment, si, enfin... C'était pas dit si gentiment. Et puis, il faut savoir que donc, cette affaire, sur cette décision, on parle que des 50 milliards, mais c'était... une décision qui concernait un budget supplémentaire de l'Union européenne. On marche sur 7 ans en matière budgétaire, on arrive au milieu de 21-27, donc c'est l'occasion. La Commission a fait des propositions pour qu'en effet, quand on a fait le budget 21, il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il n'y avait pas un certain nombre de choses. Donc il y avait autre chose, c'est un budget de 64 milliards, donc il y en a 50 milliards pour l'Ukraine. Et donc ça voulait dire aussi qu'il y avait des tas de choses qui étaient bloquées, ou peut-être la Hongrie aurait aimé avoir peut-être un peu de retour. Et donc là, il était un peu pris au piège. Et puis, bon, il a obtenu quand même un certain nombre de choses. C'est-à-dire pas d'argent hongrois, en tout cas, qui feront partie de ces 50 milliards. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. Oui, ça, je ne connais pas le terme de la garantie, etc. Mais il peut le dire. Ça n'engage... Enfin, comme les 50 milliards, il y en a 17 qui sont en prêt et 34 en subvention. On va peut-être savoir... 33 milliards en prêt, 17 milliards en dons. Voilà. Ce que j'ai, moi. Donc peut-être, en effet... mais je ne sais pas comment on va tracer ça. Enfin, bon, il le dit, ça lui fait plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas résisté longtemps publiquement aujourd'hui, et que donc la décision, en effet, est là, elle est bien là, c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. On a besoin, en effet, de continuer à soutenir l'Ukraine pour battre la Russie, et on le fait avant le Congrès américain, qui, lui, est toujours enquisté dans les discussions entre Biden et l'opposition républicaine. Est-ce que c'est parce qu'il était isolé, Viktor Orban? Parce qu'effectivement, là, cette fois, les Polonais ne sont plus les alliés avec cette nouvelle majorité d'Orban. Il y a tout de même eu, je voudrais le signaler, une fuite dans le Financial Times à propos d'une note donc, qui avait été rédigé par un fonctionnaire, alors évidemment c'était démenti par les Européens, mais un fonctionnaire européen qui aurait dit qu'il était question de priver la Hongrie de tous les fonds qui lui reviennent. Et finalement c'est ça qui aurait fait peur à Viktor Orban, d'autant que sa monnaie, si j'ai bien compris hier, a dégringolé à la bourse. Oui, Viktor Orban était déjà isolé au mois de décembre, et simplement il avait réussi au mois de décembre à faire de son isolement une vertu. Il était le centre de l'attention, toute l'Europe tournait autour. Que pense Viktor? Est-ce que Viktor sera d'accord? Pensez-vous qu'on pourrait exercer telle ou telle pression? Bref, il avait réussi, en s'absentant 5 minutes pour aller prendre un café et s'abstenir du vote sur l'ouverture des négociations avec l'Ukraine, il avait transformé ça en événement majeur et qui lui permettait néanmoins de bloquer le fonds dont on parle maintenant, des 50 milliards pour l'Ukraine. Donc cette fois-ci, on n'allait pas répéter le même scénario, en partie parce que il n'a plus d'alliés, effectivement, pas d'indulgence polonaise. À l'époque, il y avait le partenariat avec la Pologne encore. Peut-être autrefois, il pouvait compter dessus. Là, on a vu Donald Tusk, le nouveau Premier ministre polonais, qui a dit « Viktor Orban doit choisir, soit il veut être dans l'Union européenne, soit il doit sortir ». Donc là, ça a compté. Le grand allié de la... Et alors le Slovaque, Fico finalement, on ne l'a pas entendu. Est proche de... Il est sur la même ligne, fondamentalement. Il ne faut pas donner d'armes à l'Ukraine. On doit néanmoins donner une aide humanitaire, économique, financière et autres. Et surtout, Fico, qui est dans une coalition. Il n'est pas dans la même situation que Orban, qui contrôle tous les leviers du pouvoir. Fico vient d'arriver au pouvoir au sein d'une coalition dont un parti plutôt pro-européen. Il doit faire attention. Et par conséquent, lui ne veut pas aller à la confrontation avec l'Union européenne. Et il pourra dire lui aussi que des fonds slovaques ne sont pas utilisés pour les armes à l'Ukraine. Marie-Françoise Bechtel, mais qu'est-ce qu'il a fait céder au final, Orban? Moi, je crois qu'il faut relativiser un petit peu cette affaire. On a fait, si vous me passez l'expression, beaucoup de cinéma autour de l'affaire Orban. Ce cinéma a commencé dans la première séquence au sommet européen de décembre, qui était un truc complètement ridicule. On dit Orban, vous acceptez de sortir prendre un café pendant que les 26 plus 1 votent l'élargissement. Et pour l'aide à l'Ukraine, on en parlera plus tard. Ensuite, on fait le deuxième acte, le sommet d'aujourd'hui. Et Orban vient à récipiscence, mais tout ça
je disais, c'est un peu du cinéma, je veux dire, c'est tragique de voir que l'Europe en est là. La vérité qu'il y a derrière ce prêt de 50 milliards, c'est que les États-Unis ne laissent pas le choix à l'Europe. L'UE doit voter ces milliards, d'autant plus que le Congrès, comme vous le savez, jusqu'à présent, a bloqué l'aide à l'Ukraine. Ce sont les États-Unis qui décident, et on voit l'Europe à coups de manœuvres, de couloirs, c'est surtout un petit pays qui sont marqués par un certain ridicule, je me permets de le dire. Ouais. Je disais, c'est du cinéma. On voit l'Europe courbée devant les États-Unis. Elle va payer pour l'Ukraine parce que pour l'instant, les États-Unis ne veulent pas. Et au-delà de pour l'instant, nous verrons bien ce qu'il y en est l'année prochaine avec Trump ou Biden confirmé. Au-delà, on va demander à l'Europe de continuer à payer, de soutenir un certain effort pour que ce soit les États-Unis qui décident stratégiquement comment tout cela va finir. Voilà. Donc c'est un vassal des États-Unis, l'Europe. C'est comme ça que vous le présentez un peu, Marie-Françoise Bechtel. Je crois qu'elle le devient plus que ce n'était le cas auparavant. Ce qui est sûr, c'est que la guerre en Ukraine, pour les Américains, c'est loin. Bien sûr. La guerre en Ukraine, pour les Européens, c'est près. C'est leur intérêt. Donc, de toutes les façons, il ne faut pas lier ça aux États-Unis. Il y avait une demande faite par la Commission bien avant. Elle arrive en effet aujourd'hui. Elle aurait pu arriver en effet en décembre sans toute dramatisation. Je suis d'accord avec vous, il y avait beaucoup de choses. Mais on y est arrivé. Et c'est ça qui est le message final. C'est on y arrive et on est à côté de l'Ukraine parce que c'est notre intérêt. Sinon, Poutine fera de nous ce qu'il veut, notre jouet, si on le laisse gagner en Ukraine. Alors, Olivier Weber. C'est un point de vue. Olivier Weber, justement, vous qui étiez avec les Ukrainiens il n'y a pas si longtemps, eux, ils trouvent ça ridicule ce qui se passe là au sein de l'Europe, ou simplement ils pensent qu'ils ont besoin de cet argent, que c'est vital pour eux? C'est vital. D'une part, le soutien économique, bien sûr, est vital. 50 milliards, c'est quand même pas rien. Donc, voilà, c'est un soutien économique, il faut le rappeler. De prêts et 17 de dons. C'est un prêt économique, c'est une aide financière sur l'enveloppe budgétaire de l'Union européenne. Très important économiquement, bien sûr, c'est aussi important politiquement. Alors c'est aussi important parce que les Ukrainiens ne sont pas dupes par rapport à la position de la Russie. Là, on voit le verre à moitié plein, on va dire. Victoire pour l'Union européenne, victoire pour l'Ukraine. En même temps, c'est fragile. Orban a joué quand même des contreparties. Il a joué une sorte de chantage. C'est ça. Et l'Union européenne est considérée par Poutine comme quoi? Comme une sorte de structure molle, de ventre mou. Et il y a un cheval de Troie qui s'appelle Viktor Orban. Demain, ce sera peut-être un autre pays. Mais ça marche bien. Rappelez-vous aussi que Viktor Orban, dans ce moment, est proche de Poutine. Il s'abstient bien, évidemment, de condamner Poutine. C'est pour ça qu'il demande d'ailleurs le mécanisme de contrôle. Ça dit, moi, je ne suis pas contre le mécanisme de contrôle. Parce que ça veut dire qu'on doit contrôler la corruption. Il y a beaucoup de déperditions du côté de l'Ukraine. Beaucoup d'affaires de corruption. On comprend que le vice-ministre de la Défense, encore dernièrement, des hauts fonctionnaires ont été arrêtés pour des déperditions, la corruption, etc. Mais il y a également toujours ce tropisme aussi, même pro-chinois, de la part de Viktor Orban. La route de la soie de Xi Jinping, qui date de 11 ans maintenant, 2013, 114 pays, 1100 milliards de dollars, la Hongrie en fait partie. Donc il y a une sorte de fragilité. Poutine joue là-dessus, sur cette sorte de cheval de Troie. Et effectivement, les Ukrainiens sont contents pour cette décision d'aujourd'hui, mais quand même inquiets pour le moyen terme ou le long terme, d'autant plus qu'il y a bien sûr le gel avec le Congrès américain et puis les élections qui se décident aux États-Unis. Donc, et la question des armements. Pour les Ukrainiens. Et que veulent les Ukrainiens? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, moi, les civils, les militaires, surtout les hauts fonctionnaires? On veut des armes, on veut des munitions, on veut des obus, on veut des avions. On veut soit les A-10 d'attaque américains, soit les F-16, soit les F-15. Et bon, après, pour le recrutement, c'est autre chose, c'est notre affaire, disent-ils. Mais ils savent très bien que tout ça est fragile. On est un petit peu sur le fil du rasoir. L'approvisionnement de la part de l'Union européenne et des pays occidentaux en munitions, c'est quelques semaines. C'est-à-dire, à la fin du printemps, quand il y aura cette rasputitsa, comme on dit, c'est-à-dire la boue un peu partout, il va être difficile d'attaquer et peut-être même de répondre aux poussées de la part de la Russie. On sait aussi que, du côté ukrainien, quelques semaines de munitions sont là et peut-être pas plus. On va revenir justement sur l'aspect militaire, mais un mot tout de même, juste pour terminer, clôturer cette séquence Orban. C'est quand même, Pascal Joannin, alors peut-être que c'est ridicule, c'est ce que dit Marie-Françoise Bechtel, mais enfin, c'est un pays qui pèse 1% du PIB communautaire, la Hongrie, c'est ça, 1%. L'aide européenne à la Hongrie, c'est 21 milliards d'euros, c'est ça, donc ça correspond à 12% de son PIB, ce qui veut dire que la Hongrie est très dépendante finalement de l'Union européenne. Donc finalement, on se demande pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps alors qu'elle a un vrai pouvoir, l'Union européenne, face finalement à Viktor Orban. La Hongrie n'a aucune intention de sortir de l'Union européenne. Mais oui, mais elle fait chanter un peu tout le monde. Parce qu'on l'a laissé faire. Et parce qu'on a un système au sein de l'Union européenne où il faut l'unanimité sur certaines décisions, y compris, comme on le voit, sur le fonds d'aide à l'Ukraine. Et jusqu'à maintenant, il y avait l'article 7, c'est-à-dire un pays qui ne respecte pas l'état de droit. Parce que le principal problème de la Hongrie avec l'Union européenne, c'est pas l'Ukraine. Le principal problème, c'est le régime interne. C'est le régime
dit illibéral, c'est le terme qu'utilise Orban lui-même, c'est-à-dire un régime où le pouvoir contrôle les médias, il contrôle la justice jusqu'à la Cour constitutionnelle, et bref, l'état de droit est bafoué, et l'Union européenne veut utiliser sa presse. Non, elle laisse faire. Elle emploie l'article 7, qui est l'article qui demande, qui exige l'unanimité. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas il y avait toujours la Pologne où il y avait quelqu'un pour soutenir parce que l'autre la Hongrie. pays qui était sur l'article 7, c'était la Pologne. C'était la Pologne. Or, la Pologne, qui était dans la même situation sur le plan de l'état de droit que la Hongrie, a basculé en ce moment. Donald Tusk est là, et du coup, ça change pour la Hongrie. La Slovaquie ne peut pas, je crois, remplacer complètement le poids qu'avait la Pologne. Et du coup, Viktor Orban sera amené à faire des concessions. Mais il faut dire que la Hongrie n'a aucune envie de quitter. Mais justement, pourquoi? Alors, c'est vrai que c'est une question. Chose, oui. elle pense que le temps travaille pour elle. Pourquoi? D'abord, parce que Viktor Orban a le sentiment que l'Europe penche à droite, qu'il y a une dérive vers la droite. Il observe le paysage politique européen et il compte sur les élections européennes pour faire basculer l'Europe à droite. Il voit l'évolution aux États-Unis. Il pense que cette évolution, y compris l'arrivée possible de Trump, ça joue pour lui. Il voit aussi sur le terrain militaire, que c'est en gros un terrain figé pour l'instant et que donc ça... disons, son indulgence vis-à-vis de Poutine, y compris sur le terrain militaire, peut s'avérer payante. Et donc, il considère, j'espère qu'il a tort, que le temps travaille pour lui et que donc il peut faire une concession là, mais que ça ne change pas fondamentalement la donnée, puisqu'elle va basculer. Il ne veut pas quitter l'Europe, il veut changer l'Europe de l'intérieur. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais alors justement, Pascal Joannin, je vais vous faire réagir juste sur une question sur Viktor Orban. Il y a quand même certaines personnes qui se disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'exclut pas de l'Europe? Après tout, il ne veut pas l'Europe démocratique telle qu'elle est dans les traités. Il ne souhaite pas. Comme ça. Ah ben oui, mais si. Mais... Alors, tout simplement, pourquoi il ne veut pas... Il a été exclu du PPE au final, mais il a été longtemps au PPE. Il est parti du PPE. Poussé dehors. Le PPE ne l'a jamais mis dehors. Il s'est mis en marche. Mais il a tellement eu de problèmes difficiles avec le Parti populaire européen qu'il en est sorti en 2021. D'ailleurs, ça va être très intéressant, ces élections européennes, parce qu'il est aujourd'hui dans les non-inscrits, c'est-à-dire nulle part. Il n'est pas avec Marine Le Pen, il n'est pas avec Giorgia Meloni, d'accord? Et il ne peut pas être avec Giorgia Meloni compte tenu de sa position sur l'Ukraine, et il n'a pas très envie peut-être de se marier avec Marine Le Pen ou avec l'AfD qui siège dans le même groupe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'instant, il est isolé et il est tout seul. Regardez des photos qui ont paru lors des sommets européens. Il a cherché à être avec quelqu'un, mais même Fico n'est jamais avec lui. On lui serre la main, puis il est tout seul. Et cette position de tout seul, c'est pas très facile à manier et à tenir. Alors, il a une grande gueule. Il essaye de faire beaucoup de bruit, de vent, etc. Mais les Hongrois, là je rejoins Jacques, les Hongrois dans les enquêtes d'opinion sont largement majoritaires parce qu'ils reçoivent de l'argent européen, pas que sur les fonds d'extra droit. Ils ont des crédits européens. S'ils sortent de l'Union européenne, ils n'ont plus les crédits européens. On a bien compris l'intérêt de la Hongrie. Quel est l'intérêt de l'Europe? Il y a un deuxième contre-exemple. Les Britanniques sont sortis et ça va très mal au Royaume-Uni. Ça va très mal pour celui qui est sorti politiquement et ça va très mal pour les Britanniques. Et si aujourd'hui on regarde les sondages britanniques, on se dit mais quelle connerie on a faite, on nous a menti, on nous a trompés et si on avait su, on n'aurait pas voté la sortie de l'Union parce qu'ils le payent cher. Donc personne ne peut le faire. Marie-Françoise Bechtel. Je ne suis pas économiste, mais l'état de l'économie britannique tient peut-être aussi à d'autres facteurs. Je crois qu'on ne peut pas dire les choses. Post hoc ergo propter hoc, ça c'est le médecin de Molière. Je n'en suis pas. Ça s'est passé, donc c'est la cause. Je n'en suis pas tout à fait convaincue. Mais vous disiez qu'Orban est une grande gueule. La preuve, il réussit à ce que nous fassions autour de lui un débat qui, à mon avis, ne devrait pas tourner autour de lui. Mais bien sûr que si, puisqu'on parle de décision à l'unanimité, Marie-Françoise Bechtel, donc forcément, on en parle. C'est une péripétie qui montre où en sont les institutions européennes et les États politiques dans leur ensemble. Vous disiez, monsieur, tout à l'heure, il faut l'exclure parce qu'il ne respecte pas l'état de droit, il faut trouver des... Mais moi, personnellement... Je n'ai pas dit qu'il fallait l'exclure. Il y aurait une l'article 7. L'article 7, mais la possibilité. Moi, personnellement, je suis tout à fait opposée à ce que la Cour de justice de l'Union européenne vienne décider que
tel ou tel pays dans lequel le gouvernement a été élu par un peuple souverain, autant qu'on sache, qui n'est pas normalement coiffé par les traités, doit être retiré pour la raison interne touchant à son régime. En disant ça, je ne marque pas de sympathie pour les régime d'Orban. Je dis simplement que tout doit être traité de la même manière. Il faut regarder alors comment l'Irlande a longtemps refusé le droit d'avortement, par exemple. Et ça, c'est un pays convenable. Mais ça n'a rien à voir. Il n'est pas illiberal. Ça n'a rien à voir. Si, parce qu'à ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Laissez-la terminer juste, Marie-Françoise, allez-y. À travers le traité de Lisbonne, que la Cour de justice européenne, dans son article 9, met très largement en œuvre, il y a la possibilité de raccrocher un ensemble de droits de la personne à ce qu'a voulu le traité de Lisbonne, dont l'article 9 est extrêmement confus, et sur lequel la Cour de justice européenne fait véritablement enfin, elle écrit littéralement des romans sur le traité de Lisbonne. Et personnellement, je le répète, je suis très défavorable parce que ça pourra aussi nous toucher un jour, quel que soit ce qu'on pense d'un régime, bien entendu. À titre personnel, je suis très défavorable à ce que l'Union européenne fasse la police dans ce que les peuples européens ont décidé dans les traités, d'élire comme gouvernants. Olivier Weber. La souveraineté d'un peuple pour élire ses gouvernants, c'est dans les Orban. constitutions, lesquelles sont supérieures Oui, mais au le traité. respect de l'état de droit, ça c'est dans le traité. Ce que de fait Lisbonne, et Orban, on doit le respecter aussi. C'est une discussion Tous de les marchand États de membres. tapis, C'est grosso très modo. Ça marche. Olivier depuis 15 Weber. décembre. Regardez, là, c'est quand même une victoire. Le consensus, qui est une règle très, très délicate. Moi, je l'ai vu aux Nations Unies quand j'étais ambassadeur de France. C'est très compliqué hors Conseil de sécurité. Le consensus, alors il y a des règles comme le naming and shaming, donc nommer pour faire honte. Ça marche pas tout le temps. Là, ça a marché quand même. Il est tout seul, il est isolé pour les raisons qu'on a dites. Alors, cela dit, qu'est-ce qu'il veut en contrepartie? Des contreparties économiques. Ça peut marcher, c'est déjà réglé, je pense que ça va sortir. parle encore les de jours qui lui. viennent. C'est-à-dire, deuxièmement, peut-être des la- contreparties politiques. Ça, j'y crois beaucoup moins, justement, ce que disait Jacques Rupnik à l'instant sur l'état de droit. Je ne pense pas que l'Union européenne soit en mesure, éthiquement parlant et politiquement parlant, de concéder sur justement l'état de droit. Mais lui, Orban, il a ça dans sa tête. Mais Alors ça ne le après, regarde pas. qu'est-ce qui se passe à Budapest? C'est que, évidemment, les chancelleries occidentales, des 26, France et Allemagne en particulier, envoient beaucoup de télégrammes diplomatiques en ce moment. Et apparemment, le Fidesz, le parti d'Orban, aurait quelques craquements, et une partie de la population hongroise sait très bien qu'elle n'a pas intérêt à sortir, pour des raisons d'abord simplement économiques, de l'Union européenne. Donc Orban, il joue un petit peu jusqu'à la limite. En même temps, il a très très bien joué cette discussion que j'appelle de marchand de tapis, mais c'est exactement Absolument. ça. Ça a marché, ça a marché. Il aura des contreparties, lui, en plusieurs milliards d'euros. Il a quand même donné des conditions, à savoir mécanisme de contrôle et pas d'armement européen sur cette enveloppe, ou d'argent hongrois en tout cas, pour l'armement donc destiné à l'Ukraine. Et donc ça marche. Après, c'est la limite de l'exercice. Moi, je trouve que dans ce complexe du consensus qui est très difficile à gérer au niveau des 27, et encore plus au niveau des 28, comme disait Giscard, à 12, ça marchait bien, à 16, ça marchait bien, au-delà, c'est compliqué. Pour là, c'est quand même une victoire. Et on peut penser que garder dans le giron européen Orban, ça n'a pas un grand coût économique ni politique pour l'instant. On va passer justement au matériel militaire, donc qui ne fait pas partie de ces 50 milliards. On a bien compris que c'était une aide économique, mais effectivement, il y en est quand même question aujourd'hui. Et les Européens qui demandent d'urgence aujourd'hui d'accélérer la livraison des munitions et des missiles à l'Ukraine. L'Union européenne, en revanche, elle ne va fournir que la moitié du million d'obus qu'elle s'était engagée l'année dernière à livrer à l'Ukraine d'ici à la fin du mois de mars. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué Joseph Borrell. On l'écoute. Nous avons déjà livré 330 000 munitions, soit un tiers de l'objectif, principalement à partir de nos stocks, des stocks existants. D'ici mars, je m'attends à ce que ce chiffre soit augmenté de 200 000 unités supplémentaires. Il atteindra donc 524 000. C'est un peu plus de 52% de l'objectif. Pascal Joannin, on a envie de dire ce n'est que la moitié de l'objectif. Mais c'est déjà la moitié de l'objectif. Donc le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Attendez, il y a déjà, alors si on veut être juste, il y a déjà beaucoup d'argent, alors qu'il n'y a pas beaucoup de crédits européens destinés à la défense, puisqu'il n'y a pas de compétences européennes en matière de défense. Hein. L'Union européenne ne donne rien en tant que telle, c'est les États membres qui ont une armée qui donne à l'Union européenne. Et si on fait le calcul aujourd'hui de ce que les 27 États membres ont donné à l'Union européenne, on arrive à une somme en matière militaire de 12 milliards.
Hein. Il y a eu 85 milliards qui a été donné à l'Ukraine depuis 2 ans. D'accord ? Avec de très fortes disparités entre différents États. Enfin, en tout cas, ce sont les Allemands Allemands qui le disent. Beaucoup de pays qui se sont reposés après 89, et Jacques pourrait en parler, en disant ça y est, c'est la fin de l'Union soviétique, donc on a les dividendes de la paix, donc on va ne plus dépenser d'argent, c'est fini, il n'y a plus d'ennemis, l'Union soviétique est plus là, etc. Donc, n'ont pas fait beaucoup d'efforts dans la défense, les Allemands en particulier et d'autres. On s'est reposé beaucoup pour certains autres sur les États-Unis. Hein, ce qui n'est pas le cas de la France. Hein. Et en effet, on a quelques pays qui ont une puissance, en effet, de défense, mais qui n'est pas non plus une puissance très forte. Alors, si on rajoute les Anglais, qui en matière de défense ne sont pas complètement nuls. Ils sont troisièmes, d'après... Voilà. Et donc, les Français, les Anglais, puis un peu d'autres, etc., ils ont fait beaucoup. Mais on arrive à un moment où on s'est aperçu que la guerre, on ne la fait plus, nous. Il y a un besoin de munitions qui était beaucoup plus fort que ce qu'on avait en stock. Donc, on a donné tous les stocks, et maintenant, il faut reconstruire. Et il y a un programme européen qui existe pour financer les États qui vont faire cet effort. Et on arrivera peut-être, mais c'est long, et on va en faire déjà la moitié de ce programme d'aide de munitions. Ce qui ne veut pas dire qu'à côté, des États membres ne peuvent pas donner des Césars, former les pilotes de F-16 pour les Anglais, etc. Donc il y a plein d'autres moyens, il y a plein de leviers pour aider militairement en matière de défense l'Ukraine. Jacques Rupnik, alors on va reprendre ces statistiques qui sont contestées d'ailleurs par la France, mais qui sont un peu les seules qui soient sorties dans la presse, celle de l'Institut allemand Kiel, qui place donc l'Allemagne en deuxième position avec un peu plus de 17 milliards. Je parle de l'armement pour l'Ukraine. Et Scholz d'ailleurs qui pointe la France et l'Italie et l'Espagne en disant qu'on est très en retard. La France qui est 15e donc, dans ce classement. La Pologne est 6e parce que la Pologne effectivement a réarmé depuis. Bon, Bruxelles, il faut le savoir, refuse de donner des chiffres pays par pays. Donc c'est pour ça que ça reste un peu, en tout cas en ce qui concerne, il y a un peu une forme d'opacité. Ce sont les pays eux-mêmes qui ne veulent pas donner à Bruxelles. Oui. Voilà. Donc votre analyse. Je considère pour partie que ce n'est pas. En tout cas, Olaf Scholz va aller à Kiev dans pas longtemps et Emmanuel Macron également. Mais Olaf Scholz fustige la France, dit qu'il n'y a que 15e alors qu'elle devra accélérer. L'Institut de Kiel donne des chiffres qui sont contestés par la France entre autres, qui dit que le chiffre français est en fait 5 fois supérieur à celui qui est indiqué par. Parce qu'il y a aussi les chiffres que l'on annonce et il y a ce que l'on fait concrètement. Et la France dit d'abord, nous avons annoncé beaucoup plus et nous avons déjà livré un certain nombre de choses alors que d'autres font des promesses. Il y a des pays, je crois que le véritable critère, c'est quelle est la part de l'aide à l'Ukraine par rapport au PNB du pays en question. C'est ça le vrai critère. Ouais. Et là, le numéro 1, c'est la Pologne. Ah, et les Pays-Bas. Et les Pays-Bas. Et les Pays-Bas, et les Pays-Bas, un plus petit budget. Alors bien sûr que vous allez me dire, un pays comme l'Estonie, 1,5 million d'habitants, évidemment son poids militaire. Mais c'est pour dire, c'est ça pour moi le critère politique. Le choix politique, il est là. L'aide que l'on fournit par rapport au PNB. Il y a deuxièmement le fait qu'on n'a pas d'industrie de défense européenne. C'est très, très difficile de mettre les Européens autour de la table. Rien que les Français et les Allemands, la difficulté. Donc, même ceux qui disent il faut faire quelque chose, l'Allemagne a dit nous allons changer notre politique de défense il y a 2 ans. Bon, ils ont relancé la machine, mais ça n'a pas aidé la coopération de l'industrie militaire européenne. Ça, c'est un grand défi. Et je crois que ça, c'est le principal obstacle. Néanmoins, l'effort... On ne peut pas démarrer comme ça du jour au lendemain une industrie de défense. En 2 ans, il y a eu des progrès énormes. Je pense que la machine est lancée. Et je crois que le fait que les États-Unis, en ce moment, soient en train de coincer et qu'on ne sait pas, d'abord, est-ce que le Congrès va trouver un accord ? Ça reste un point d'interrogation pour l'instant. Et on ne sait pas si l'aide américaine continuera avec Trump. Du coup, les Européens, maintenant, ils savent parfaitement ce qu'ils ont à faire. Ils savent qu'il faut accélérer, c'est ce que dit Josep Borrell. Marie-Françoise, pardon. Il est clair qu'on y va à un ordre dispersé dans cette affaire. Oui. Bon, la France est accusée par l'Institut Kiel d'être la 15e en dents, mais vous l'avez très bien dit, le ministre de la Défense français, des Forces armées français l'a dit, on confond des choux et des carottes également, on compte des promesses et des réalisations. Il y a aussi la qualité des matériels et leur vétusté. Il y a la formation intégrée, puisqu'on sait que la France a envoyé des formateurs, notamment pour les canons César. Mais enfin, derrière cela, et on voit bien que l'Allemagne a mis la pression, l'Institut Kiel a sorti comme par hasard aujourd'hui, avant le sommet européen, ce classement dans lequel la France fait figure d'élève honteux. Moi, ce qui me fascine dans cette affaire, si on veut élargir le débat,
Comment regardera-t-on tout cela dans 10 ou 20 ans? Il est fascinant de voir que c'est en fonction de leur position géographique que les pays européens, les États européens, sont plus ou moins marchands dans l'affaire. Vous avez l'Allemagne et la Pologne qui, pour des raisons différentes d'ailleurs, puisque l'Allemagne a dû se disculper vis-à-vis de ses liens avec la Russie, ce qui la rend encore plus marchande vis-à-vis de l'Ukraine. Vous avez la Pologne qui a de la Russie une peur absolument congénitale. Je voyais récemment encore l'ambassadeur de Pologne. Dès qu'il parle de la Russie, on a l'impression qu'il n'y a plus rien de rationnel. Ça peut se comprendre, hein, je ne dis pas... Non, mais ce n'est pas une accusation. C'est pas une accusation. Il y a aussi l'expérience, il y a la proximité géographique. J'étais en train de vous dire, si vous le permettez, que ce n'était pas une accusation, c'était un constat. Et à l'autre bout de ce grand continent, vous avez la France, qui a eu des relations avec la Russie de longue date, pas souvent conflictuelles, bien entendu. Rappelons-nous le début du XIXe siècle. Un pays dont l'intérêt est beaucoup moins évident en ce qui concerne le containment, ce qui est en fait une stratégie de containment de la Russie. C'est fascinant de voir comment la position géographique fait finalement est liée au choix géopolitique. C'est à peu près ce que disait Napoléon. D'ailleurs, le pays a l'histoire de sa géographie. C'est tout à fait fascinant. Maintenant, où est-ce que tout ça va nous mener? J'en sais rien. Et d'ailleurs, il y a un contre-exemple à ce que je viens de dire, c'est le lien transatlantique de la Pologne. Avec un sujet qui empêche, à mon avis, très largement l'Union européenne d'avoir des politiques communes, notamment en matière de défense. C'est largement le sujet. Oui, ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on regarde un peu l'histoire récente depuis le début de la guerre en Ukraine, février 2022, les Occidentaux ont été un petit peu, comment dirais-je, presque paresseux à fournir des armements et des munitions en fait à l'Ukraine. Parce que pour plein de raisons. D'abord, parce qu'on l'a dit, il n'y a pas assez de stock de munitions d'une part, on paye un peu les conséquences. Est-ce qu'il y a un problème de volontarisme ou pas? Et en même temps, une politique volontariste, c'est vrai, de la part des États-Unis en particulier, de dire attention, il faut aider les Ukrainiens. Mais ça va suffire comme cela. Ce qu'on ne veut pas en tout cas, c'est qu'il y ait le chaos en Russie. Il y avait une peur pendant plusieurs mois d'une désintégration de la Russie. Cela dit, quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est le temps long qui joue pour la Russie. Le complexe militaro-industriel russe, j'allais dire soviétique, c'est Staline en 1942, fonctionne à plein. Les usines fonctionnent nuit et jour pratiquement jusqu'en Sibérie. Donc qu'est-ce qu'on produit? Non plus les beaux missiles Kaliber et autres, ou Iskander, mais plutôt des petits obus. Ça marche très bien. Et rappelez-vous aussi que quand Poutine a vu donc, Kim Jong-un, le leader nord-coréen, il a reçu 1 million d'obus, peut-être de moyenne qualité. Mais on a d'un côté 330 000 obus, plus peut-être 200 000 qui vont venir côté européen. De l'autre côté, 1 million d'obus qui arrivent de Corée du Nord. J'étais il y a... Donc le temps encore à la frontière iranienne. Oui, vous avez énormément de camions. Du Nord pour avoir absolument, absolument, mais ça marche quand même. Et le complexe marche à fond un peu partout en Russie. Et sur la frontière iranienne, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des centaines de camions qui passent régulièrement, pas tous les jours, mais presque, en tout cas des dizaines par jour, quelquefois des centaines, avec de l'électroménager, des frigidaires, des machines à laver, des téléphones portables, pas du tout pour l'électroménager russe, parce que ça monte via la Géorgie en Russie, mais pour que ça soit démonté et pour que ces pièces, ces composantes électroniques soient utilisées pour les missiles, donc un peu plus élaborés que les obus qu'on peut qualifier de staliniens ou post-staliniens. Donc, ce que je veux dire surtout, et les Ukrainiens en sont conscients, surtout au GUR, les services de renseignement militaire ukrainiens, l'équivalent du GRU russe et bien sûr le FSB, enfin le SBU équivalent du FSB, les services de renseignement non militaires russes, du côté ukrainien, ils savent que le temps long joue pour la Russie, contre l'Ukraine. Et c'est là où l'Union européenne, et c'est là où les États-Unis doivent accélérer les livraisons d'armement. Sinon, Poutine va être entraîné, et c'est cela dans le mental, on va dire, de l'idéologie poutinienne. Les Ukrainiens perdent la guerre. Ils perdent la guerre. Ou autre solution, front gelé, et peut-être après poussée belliqueuse sur des pays. Je crois beaucoup à la Moldavie. Bien sûr, je crois aussi beaucoup aux pressions sur les pays baltes. Moins, évidemment, sur la Roumanie et la Pologne. Mais en tout cas, il y a une sorte de spirale inflationniste du côté de Poutine que rien ne pourra arrêter. Et ça, c'est très important de heureux, c'est comprendre. qu'ils peuvent faire des prévisions dans un domaine où on a vu, tout le monde a été pris par surprise par l'invasion de Poutine, l'injustifiable invasion, bien sûr, mais tout le monde, sauf le renseignement militaire américain, mais on ne l'a pas écouté à l'époque, et britannique, a été pris par surprise. Donc heureux ceux qui peuvent tirer des plans et définir des positions stratégiques ou des évolutions de la guerre. Il y a évidemment 3 possibilités, où un pays gagne, ou l'autre pays gagne, ou le conflit est gelé, bien sûr, il n'y en a pas d'autre. Mais
Mais la vraie possibilité, elle est politique. Je crois, comme l'a très bien énoncé dans un article encore récemment Thierry de Montbrial, je crois que ce sont les Américains qui siffleront la fin de la partie, de la même manière que nous sommes priés aujourd'hui de donner une aide parce que les Américains ne la donnent pas. Dans cette affaire, ce qui est tout à fait tragique, c'est l'absence d'autonomie de l'Europe comme acteur stratégique. Et les petites histoires d'État de droit ou autre, c'est pas grand-chose par rapport à cet énorme défi géopolitique mondial. Pascal Joannin, vous répondez. Et les risques qu'il a. Marie-Françoise Bessérat. Est-ce qu'il y a un manque d'autonomie de l'Europe? Est-ce que finalement, montrer une unité face à Poutine, c'est pas fondamental aujourd'hui pour l'Europe? On l'a montré dès le existentiel. On l'a montré dès le 24 février et on continue à le montrer un an et demi après, presque 2 ans après. Non, on peut Donc elle est autonome ou pas? Sur l'Union européenne dérange beaucoup de monde. Elle dérange beaucoup de monde. Ça n'est pas un État. Je rappelle, parce que là on parle en effet des États-Unis, de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran, etc. Ce sont des États. Là c'est 27 États. C'est la première structure qui existe, construite de manière volontaire. On n'a pas mis le couteau sur la tempe de quiconque pour adhérer à l'Union, pas de la Hongrie en tout cas, et pas etc. On a donc un modèle tout à fait à part du concept de relations internationales parce que c'est pas un État et que donc il y a 27 États qui doivent décider, etc. Mais du fait de la guerre, et Jacques l'a déjà dit tout à l'heure, en 2 ans, on a pris des mesures en matière de défense qui n'auraient pas été imaginables et qu'on a prises par la force des choses parce que la guerre est de nouveau sur le continent. Et de manière autonome donc ou pas? Et beaucoup, mais bien sûr autonome. Et on a en effet des réflexions qui sont en cours pour justement essayer de ne pas dépendre des Américains. On ne va pas dire que la France a été dépendante des États-Unis, mais ce n'est pas le cas de certains autres pays européens, de moins d'être dépendant de certains autres acteurs. Et donc, si on ne le fait pas, on sera criminel. Mais c'est bien aujourd'hui l'engagement que les Européens ont devant eux, c'est en effet comment ils remettent en place une structure qui est plus forte, compte tenu d'un monde qui n'est plus celui des années 50, des années 90, ni même de début du 21e siècle. Ça fait 15 ans qu'on entend cela, sans que ça se réalise. Jacques, allez-y. D'une part, quand on parle des... Ça marche toujours et ça n'a pas capoté. Jacques Rupnik. Ça marche de moins en moins bien pour certains, pour beaucoup. Ça, c'est votre avis. Jacques Rupnik, c'est bien, il y a du débat. Allez, Jacques Rupnik. Quand on parle Par définition, chacun... Quand on parle des Européens en matière de défense et de sécurité, la plupart pensent à la relation transatlantique. Leur garantie ultime de sécurité, c'est vrai pour les pays de l'Est, mais c'est vrai aussi pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas, pour la plupart d'entre eux. Donc ça, c'est la première chose. On ne construira pas un projet de sécurité de défense européen contre les États-Unis. Ce qui est nouveau, c'est de voir qu'il y a la possibilité que les États-Unis, eux, se désengagent. Parce que la vraie priorité de l'Amérique, c'est la compétition avec la Chine. C'est ça. La guerre en Ukraine, c'est une sorte de dérivatif. Heureusement, c'était sous Biden et non pas sous Trump. Et donc, les Européens, sachant donc ce qui pourrait arriver avec Trump, savent ce qu'ils ont à faire. Pourquoi je pense que c'est quand même que la donne est en train de changer? Pour des raisons politiques, des circonstances politiques sont en train de changer. Je pensais, au moment où éclatait la guerre, je disais, la France a un prisme d'indulgence vis-à-vis de la Russie. Elle voulait faire... le président Macron téléphonait à Poutine, etc. L'Allemagne annonçait le Zeitenwende, le changement d'époque, et il ne se passait rien. Bon, et la Pologne avait le pouvoir de Kaczynski, qui ne voulait pas coopérer et qui dénonçait l'Allemagne et considérait que le rival, le chef de l'opposition de l'époque, M. Tusk, il l'appelait Herr Tusk. Voilà, c'était pour le dénoncer. Donc, il n'y avait aucune possibilité. Là, ce qui a changé, la France a changé sur la Russie. Il faut voir le discours de Macron à Bratislava l'été dernier. La Russie est une puissance impérialiste. L'Ukraine ne peut pas perdre, etc. Oui, deuxièmement, l'Allemagne aussi, commence à appliquer le Zeitenwende. Elle met en œuvre le réarmement. Et troisièmement, on a eu l'alternance en Pologne. Et nous avons les conditions réunies pour que le triangle de Weimar, donc les 3 pays qui sont l'ossature, en fait, de l'Europe, et une convergence sur leurs priorités politiques dans cette guerre. Et donc ça peut changer la donne. Si on regarde ce qui s'est passé en 2022, regardez Olivier Weber, répondez. En 3 jours, par les forces russes. Je rappelle que les forces russes, je suis arrivé peu de temps après, étaient dans les faubourgs à Oromel de Kiev,
Et Poutine s'est cassé les dents. Il s'est cassé les dents, il a sous-estimé la réaction des Occidentaux, et je crois que c'était absolument nécessaire. Cela dit, ukrainienne. Pas du tout. Cela dit, là, il y a eu un gain qui est un gain très important, c'est un gain diplomatique. Ça peut changer aussi le cours de la guerre. Je m'explique. Poutine est en train de gagner sur ce qu'on appelle le reste du monde, le nouvel ordre mondial. Regardez l'axe. Évidemment qu'il y a la Corée du Nord, évidemment qu'il y a la Chine, il y a l'Iran, il y a la Russie, là. Quand j'ai fait ce livre-là, pour moi, c'est presque un voyage à la banalité, non pas du mal, comme disait Hannah Arendt, mais la banalité du fait dictatorial. On banalise la dictature. Poutine le sait par rapport à ce reste du monde, c'est 135, 140, 145 pays à l'ONU qui hésitent, qui votent pour Poutine ou sans condamner l'agression en Ukraine, etc. Et là-dessus, il y a un changement de paradigme total. Et ce qui se passe actuellement sur l'Ukraine, qu'est-ce que c'est ? C'est une guerre. Pas Russie-Ukraine, c'est une guerre internationale, c'est une guerre des dictatures ou d'une dictature qui essaie de rassembler autour d'elle d'autres dictatures ou des démocratures, ça dépend, contre les pays démocratiques. Et c'est ça qui est important de contenir et d'avoir en tête. Et je crois finalement après, les tergiversations sur est-ce qu'il faut donner plus d'armement ou pas, c'est presque, j'allais dire, peanuts à côté, c'est marginal. Il faut empêcher ce clivage de monter en puissance de la part du fait dictatorial. Donc c'est une responsabilité. C'est très grave. J'appelle ça les nouveaux empires dans le livre. Et il y en a 4, effectivement. On peut presque rajouter la Turquie qui a un rôle ambivalent. Mais en tout cas, on est là aussi dans la dictature. Je crois que l'idée, cette idée de la guerre des démocraties contre les dictatures est une idée extrêmement passéiste en réalité. Nous ne voyons pas le monde. Nous ne comprenons pas le monde, nous, Européens. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde. Nous croyons que notre civilisation et les apports réels qu'elle a fait dans le monde doit nécessairement triompher. Nous sommes prêts à aller jusqu'aux armes pour cela. Nous ne comprenons pas le monde et tant que nous n'aurons pas vraiment analysé les différences qui existent aujourd'hui dans le monde, les mouvements, les coalitions possibles, nous n'y comprenons rien et nous sommes voués à continuer les petites querelles que nous avons vues au sommet européen et à être finalement une zone sans aucune autonomie. Nous serons peut-être dans le pire C'est pas des grandes différences. L'Europe avance, ça vous met la mal à l'aise parce que je sais que vous êtes mal à l'aise avec ça. Mais non, au contraire, l'Europe avance. Il y a des tas de gens qui ont annoncé la fin de l'Europe, la fin de l'euro, qui ont dit ça y est, c'est fini, c'est la fin, etc. On s'est relevé à chaque fois. C'est difficile parce que ce n'est pas un État, il faut mettre en effet un processus et tout est démocratique, c'est sur la table, mais on avance, on y arrive. Il y a des enjeux et il va falloir les relever. On a les capacités de les relever sans les États-Unis et on va y arriver parce qu'il y a une volonté politique. Vous avez raison. Que de la volonté politique. Il y a 26 États qui veulent la volonté politique. Il y a peut-être Viktor Orban qui ne l'a pas, mais il y a la volonté politique de faire avancer les choses. Et on va y arriver. Et rendez-vous dans un an, on sera encore Nous voulons tous une Europe forte, mais pas la même. Peut-être en 30 secondes. Ce qui vient de se passer à Bruxelles, les 50 milliards à l'Ukraine, ça montre, c'était un test pour l'Europe. Elle l'a passé avec succès. C'est un signal vis-à-vis des Ukrainiens qui ont tout de suite compris. D'ailleurs, la réaction ukrainienne est immédiate. Eux, ils ont compris le message. Et voilà, il faut rester fidèle à ce moment-là. Les Européens unis, soutien à l'Ukraine. Et bien sûr que l'enjeu des élections européennes, alors du coup, c'est en partie ça. Est-ce que les Européens ont pris conscience de l'enjeu qui n'est pas de politique intérieure, mais qui est de politique européenne au sens large du terme? Et nous en restons une vision court-termiste de l'Europe. Merci Jacques Rupnik, merci beaucoup Marie-Françoise Bechtel d'avoir participé à ce débat. Pascal Joannin, Olivier Weber, de l'esprit de résistance. Voilà, je redonne le titre de votre livre, Olivier, qui est sorti aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast. À demain.